Eh bien, comment commencer cette vidéo? D'abord bonjour et bonne année puisqu'il s'agit de la première vidéo de cette année sur ma chaîne, si je dis pas de bêtises, parce que Twig avait la grosse flemme, voilà. Bref, j'espère que votre fin d'année s'est bien passée, que vous allez bien, tout le tralala habituel. Aujourd'hui, je m'apprête à attaquer un sujet dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et dont j'avais dit que je reparlerais parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me semble important. Et puis voilà, on est en 2024 et prend une nouvelle tournure peut-être un peu. Enfin, je ne sais pas encore, je vous avoue que toutes ces réflexions sont à garder pour la semaine prochaine. Alors, vous m'excuserez, actuellement je suis en surcharge depuis déjà à peu près un mois. Je pensais que ça allait mieux, mais en fait non. C'est une des conséquences du trouble du spectre autistique. Et on va justement aborder ça ensemble aujourd'hui. Donc j'ai prévu plusieurs parties pour cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vais un peu vous expliquer le pourquoi du comment j'ai décidé de faire ce diagnostic, comment est-ce que je suis arrivée à me poser cette question. Ensuite, on va parler un petit peu de la légitimité à faire un diagnostic. Et puis de ce qui m'impacte, ce que j'ai pu mettre en place pour essayer de vivre un peu mieux l'autisme, ce petit trouble. Parce qu'il faut savoir donc que l'autisme n'est absolument pas une maladie, c'est pas quelque chose qui est traitable ou curable, c'est un fonctionnement neuroatypique, donc c'est-à-dire que le fonctionnement du cerveau, le développement, je sais pas trop quoi, je suis pas psy, il y a des raisons, ni psychiatre d'ailleurs, qui... En gros, c'est pas tout à fait comme chez tout le monde. Il y a différents types d'autisme. En ce qui me concerne, j'ai un autisme qui est, en tout cas, sans déficience mentale. Ça, c'est un fait. Donc, je suis en soi parfaitement capable de vivre ma vie tout à fait normalement, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois m'adapter. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, commençons par l'histoire de l'autisme et moi, plutôt. Comment est-ce que j'en suis arrivée à me poser cette question? L'histoire des psychologues et de Twig. J'ai commencé à aller chez la psy assez tôt dans ma vie, puisque j'avais déjà 6 ou 7 ans, j'allais déjà chez un psychologue, enfin chez une psychologue même, puisque en gros je subissais du harcèlement qui n'était pas non plus excessif, hein, entendons-nous. Mais voilà, il y avait du harcèlement scolaire, c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours été la gamine un peu bizarre, la gamine qu'on prenait pour timide, alors que la vérité c'est que je suis absolument pas timide, c'est juste que il y a des milieux dans lesquels je me sens plus à l'aise que d'autres, ça s'appelle les intérêts spécifiques, et que entourée de personnes neuronormées, qu'on va dire, très souvent je me sens perdue parce que je suis pas apte en fait tout simplement à comprendre ce qu'ils attendent de moi, à comprendre les sous-entendus, à comprendre leurs émotions, à savoir si j'en fais trop ou pas. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais on en reparlera après. Donc, 8 ans, voilà, donc déjà très jeune, j'étais vraiment la dernière choisie dans les groupes, celle qu'on ne veut pas avoir dans son groupe de sport parce que la gamine elle est trop chum. C'était moi, voilà, la gamine qui était pote avec les insectes, et qui bouffait de l'herbe, genre, non, quand même pas, mais bref, j'étais chelou, et tout le monde l'avait remarqué visiblement, sauf les personnes qui auraient dû le remarquer, c'est-à-dire ma famille, mes parents. J'étais la gamine qui ne supportait pas de mettre des chaussettes avec des coutures, j'étais la gamine qui mangeait littéralement des pâtes aux petits pois à la crème et qui ne voulait rien manger d'autre, la gamine passionnée par les dinosaures, les volcans, les animaux, par les chats aussi, j'avais une grosse fixation sur les chats, c'était limite flippant, mais sinon tout allait bien. Mes meilleurs amis c'était des dragons et des fées, mais tout allait bien. Vient ensuite l'adolescence, et mes parents ont du coup divorcé quand j'avais 15 ans, oui c'est ça je pense. Fait que, je sais pas si... Enfin, en gros, une des choses qui revient souvent je pense chez les personnes qui présentent un TSA, donc TSA, trouble du spectre autistique, les personnes qui présentent un TSA ont très souvent des difficultés avec le changement, et donc moi j'étais en garde alternée chez mon papa et chez ma maman, et autant vous dire que globalement c'était un enfer, c'était le foutoir, ça a été un gros changement, et en tant que personne autiste je pense que ça m'a beaucoup impacté et que ça a fait... Enfin, ça n'a pas aidé à ce que je me sente bien dans ma peau. Déjà, de base, j'étais donc socialement pas spécifiquement adaptée, mais en plus, il y avait ce truc-là qui faisait que toutes les semaines, je devais changer de gauche à droite, de droite à gauche, et j'oubliais mes affaires chez un et puis chez l'autre, et puis c'était une nouvelle maison, des nouvelles odeurs, des nouveaux trucs, des nouvelles personnes. Comment vous dire que c'est
hyper compliqué à gérer pour une adolescente autiste qui, déjà l'adolescence, on va pas se mentir, c'est quand même pas la période la plus folle de votre vie. Globalement, moi en plus, j'avais des traitements orthodontiques qui étaient assez lourds, donc il me manquait des dents sur le devant de la tronche, donc comment vous dire que tout le monde se foutait de ma gueule. C'était génial, vraiment une période mais propice pour me sentir bien dans ma peau, absolument pas. Et donc, je vais dire la boucle est bouclée, puisque quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je l'ai commencé pour parler d'automutilation. Je parlais pas que ça, mais enfin, ma toute première vidéo en fait parle de ça. C'est un sujet qui moi me tenait à cœur, et qui me tenait à cœur de comprendre pourquoi en fait j'en arrivais à ce stade de me faire du mal. Parce que, qu'on soit bien d'accord, que ce soit... Ah non! Ah, j'aime pas quand c'est comme ça. C'est mieux comme ça? J'avais qu'une seule filoche, bref. Qu'on soit bien d'accord, que ce soit animal, être humain ou n'importe quoi, quelqu'un qui se fait du mal, de n'importe quelle manière que ce n'est pas normal, ce n'est pas un comportement qui est normal. Point. Bon, ça s'arrête là. Donc de là, j'ai commencé à chercher à nouveau des psys et des psychologues, et de mes 16 ans à mes aujourd'hui 24 ans, je n'ai pas arrêté d'aller voir des psys. Depuis, j'ai changé plusieurs fois, j'en ai vu plusieurs, mais c'est des thérapies qui continuent en fait. À 18 ans, donc je termine mes études secondaires et je rentre à l'université. Université, nouveau milieu, nouvelles personnes, nouvelles choses où je dois m'adapter, etc. Nouvelles aventures, de nouveau, c'est le bordel et je chute vraiment mentalement, ça ne va pas du tout. Et je me rends bien compte qu'il y a une souffrance psychologique quelque part qui fait que je suis pas bien. Et ce qui a été très compliqué à comprendre, c'est que je ne souffre pas psychologiquement parce que c'est stylé ou parce que c'est à la mode ou parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et que j'ai beaucoup entendu, c'est du genre ouais non mais elle fait ça parce qu'elle a besoin d'attention, etc. Désolée, mais en fait j'ai pas envie de canner pour le plaisir d'avoir de l'attention parce que j'ai envie de canner en fait. Genre c'est complètement débile. Non, je souffre, j'ai mal, il y a une raison à ça et je sais pas l'expliquer et je souffre pas pour le plaisir de souffrir parce que je trouve ça gaulerie et que les gens vont me porter de l'attention, surtout que les gens ils s'en battaient bien les reins, hein, vraiment. Donc je décide d'aller voir un psychiatre quand j'ai 18 ans, je lui explique un petit peu ma situation et il y a rien qui en sort globalement et je me sens vraiment pas du tout écoutée. J'ai l'impression que vraiment je viens là de dépenser 200 balles pour rien. Commence en fait cette espèce de phobie de déranger ou le syndrome de l'imposteur en fait il est encore plus grand parce que tu vas chez un professionnel de santé en lui disant ça ne va pas, il y a quelque chose qui me fait souffrir et je comprends pas pourquoi. Tu payes de ta poche 200 balles, même plus, pour qu'on te dise soyez plus positive. Je vous avoue que je l'avais un peu en travers de la gorge et il m'a fallu du coup de mes 18 à mes 23 ans pour me dire ok non, il y a vraiment quelque chose qui va pas, je vais pas rester juste sur ce gars qui m'a dit oh vous êtes un peu anxieuse peut-être et hypersensible, sachant que hypersensible, je l'ai appris plus tard, mais hypersensible c'est absolument pas un diagnostic, l'hypersensibilité c'est un symptôme que tout le monde peut avoir, il y a des gens qui souffrent de leur hypersensibilité, il y a des gens qui n'en souffrent pas, mais à partir du moment où il y a une souffrance psychologique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Vraiment en travers de la gorge ce truc là, et finalement donc quand j'ai 23 ans, après des années à me poser la question, parce que la question de l'autisme, elle était déjà d'actualité quand j'avais 18 ans, parce que je me renseignais un petit peu sur ce qui existait comme trouble, ce genre de choses, qu'est-ce qui se rapprochait à peu près de ce que moi je pouvais vivre. Et l'autisme était arrivé assez rapidement sur la table, même s'il y avait d'autres choses aussi. Après cette expérience chez le psychiatre, j'avais l'impression de forcer en fait, de dire ah il me faut absolument une étiquette pour que je puisse me sentir légitime. Très très dur, il y avait un syndrome de l'imposteur qui était assez fort. Et donc au final, j'ai quand même décidé d'outrepasser ce syndrome de l'imposteur et de me renseigner en fait pour avoir un diagnostic auprès d'une personne spécialisée dans le trouble du spectre autistique chez l'adulte. La légitimité de la souffrance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur vis-à-vis de leur souffrance psychologique et qui se disent est-ce que je suis légitime à consulter? Alors oui, vous êtes toujours légitime à consulter et vous êtes toujours légitime à vous faire diagnostiquer. À un moment donné, je pense que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que... J'en ai eu sous mes TikTok, sous mes réels Instagram, des gens qui sont en mode oui mais tu fais ça juste parce que c'est stylé, enfin c'est stylé. Tu parles de ça uniquement pour faire l'intéressante. C'était assez atroce de dire ce genre de choses, sachant que frérot, en fait je t'explique, j'ai mis entre 300 et 400 balles de diagnostic juste pour ce diagnostic-là, sans compter tous mes rendez-vous psy d'avant, parce que je vous dis que ma santé mentale, vraiment, elle me coûte cher. Honnêtement, si j'avais pu choisir
J'aurais choisi autre chose pour faire stylé ou pour être pas comme tout le monde. Honnêtement, si j'avais pu économiser 350 balles de diagnostic, je l'aurais fait, sincèrement. Et à un moment donné, il s'agit de comprendre que quand vous êtes prêt à lâcher 350 € juste pour avoir un papier qui vous dit « Ok, vous êtes autiste », non, on fait pas ça parce que c'est stylé ou à la mode, hein. Vraiment pas. Et à un moment donné, il s'agirait de comprendre que c'est complètement con de dire ça. Et tout ça pour vous dire, vous êtes légitime, si vous sentez le besoin d'aller consulter, vous êtes légitime de faire un diagnostic. Et, parce que ça aussi, ça m'est arrivé, non, les professionnels de santé ne vont pas vous dire que vous êtes autiste pour vous faire plaisir, qu'on soit bien d'accord. Parce que moi, je suis sortie avec mon diagnostic, et j'étais en mode, mais si c'est moi qui m'étais auto-persuadée, et je m'auto-persuade tellement bien que lui aussi il y a cru. Frérot, non, en fait, il est formé pour ça, ça fait des années qu'il fait ça. C'est un professionnel de santé. Il sait faire la différence entre quelqu'un qui fait semblant, entre guillemets, et une personne qui, vraiment, même les gens qui font semblant, genre... À quel moment on fait semblant de souffrir, en fait, même, je comprends pas. Bref, passons à autre chose. Je vais vous expliquer et vous parler de mon expérience personnelle vis-à-vis de l'autisme, et en fait, de ce qui m'impacte moi. Parce que du coup, c'est important de comprendre qu'il y a plein de types d'autisme et que ça se manifeste vraiment pas du tout de la même façon chez différentes personnes. Donc moi, je vais vous expliquer ce en quoi moi, ça me concerne, puisque je n'ai en soi que mon expérience sur laquelle me baser pour vous en parler. La première des choses vraiment qui m'impacte beaucoup, c'est donc ce truc d'hypersensibilité. Donc hypersensibilité qui est non seulement sensorielle, donc au niveau des 5 sens, mais ça parfois on arrive en hyposensibilité parce que je suis en surcharge émotionnelle. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une grosse journée hier, j'ai beaucoup de choses à penser. Mon système nerveux il est un peu fucked up, donc j'ai des névralgies dans le cou qui sont donc chroniques, et quand je suis en surcharge, je fais des migraines. Donc là j'ai une énorme migraine depuis ce matin, qui ne va pas partir et ça ne sert à rien de prendre des antidouleurs parce que ça ne me fait rien. Et j'avais froid. Donc j'ai pris une bouillotte que j'ai mis dans mon dos. Et vu que j'ai tellement mal à la tête et que je suis tellement surchargée par plein d'émotions pour le moment, je n'ai absolument pas senti que j'étais en train de me brûler avec ma bouillotte. Donc là, je suis brûlée dans le dos parce que je n'ai pas senti que j'étais en train de me brûler. Je vais vous dire, c'est un délire. Mais sinon, voilà, la lumière est souvent trop forte, donc j'ai des lunettes parce que je suis photosensible, ce qui du coup crée de nouveau des migraines. Les odeurs, ça peut me... Je suis très... genre vraiment, les odeurs, s'il y a un truc qui sent bon, ça va être ma journée peut être incroyable. Mais un truc qui pue, ça va me donner un haut le cœur très rapidement. C'est-à-dire que donc j'ai des sensitive issues. Au niveau du toucher, par contre, ça c'est un délire aussi. Par exemple, tout ce qui va être humide, si je ne suis pas préparée mentalement à toucher un truc humide, ça va me donner envie de vomir. Ça va ? Les odeurs de nourriture le matin, ça me donne envie de vomir. Les odeurs de nourriture, quand je ne suis pas préparée psychologiquement à sentir une odeur de nourriture, ça me donne envie de vomir. Bref, du coup, je passe mon temps vraiment à faire des comme ça, tout le temps. Toucher, du coup, je peux être très sensible ou pas du tout sensible de nouveau. Ce matin, par exemple, mes cheveux, ils me grattaient à mort, alors qu'il y a des moments où ça va pas du tout me gratter. Il y a des moments où le bruit va me gêner hyper fort. Il y a des moments où je vais en avoir rien à foutre. Par contre, quand je vais dehors, et s'il y a beaucoup de gens qui parlent autour, et que je dois me focus sur la conversation d'une seule personne, ça va être hyper compliqué. Je vais demander 5 fois de répéter parce que j'ai pas compris ce qu'on m'a dit, parce que ça me demande un effort conséquent de me concentrer sur ce que me dit la personne et pas sur ce que les autres disent autour. Ça, c'est un enfer. Pareil avec les musiques, c'est horrible. L'anxiété générale et sociale, en fait, en tant que personne autiste, j'ai une certaine psychorigidité. C'est-à-dire que si vous me dites rendez-vous à 14h, je serai là à 14h. Et très souvent, en plus, quand j'ai des rendez-vous l'après-midi comme ça, je suis incapable de travailler avant. C'est-à-dire que je vais rester comme ça, de midi à 14h en attendant mon rendez-vous, alors que ça fait 6 heures que je suis prête. Pour vous donner l'exemple, quand j'ai des rendez-vous, des choses importantes, mon cerveau il va me réveiller pendant la nuit et je vais être incapable de dormir. Il y a pas très longtemps, je me suis rappelé que j'avais un rendez-vous à 14h pendant la nuit. J'étais réveillée à 4h30 du matin et j'ai pas été capable de me rendormir tant que j'avais pas revu toute ma journée et prévenu qui, quoi, comment, alors qu'il y a plein de gens, vraiment, ils s'en tartinaient la cacahuète. Que j'allais pas être là exactement à telle heure parce que j'avais un rendez-vous, ils s'en foutaient. J'avais pas besoin de leur envoyer un message à 4h du matin. Eux, je leur dis ça à 8h, ça change rien dans leur journée. Mais pour moi, c'est hyper important.
Donc tout ce qui va être changement, si c'est pas vu comme exactement moi je le voulais de base et tout, ça va générer de la frustration. La frustration, parlons-en, parce que du coup les émotions c'est un déle-bord. La frustration est une des émotions que j'ai le plus de mal à gérer. C'est-à-dire que vraiment, à tout moment, je peux péter une phase parce que truc m'a dit qu'il allait venir et finalement il vient pas. Et ça y est, ma journée elle est ruinée. Alors que non, c'est pas parce que truc bidule ne sait pas venir à votre rendez-vous que c'est terminé, bonsoir. C'est pas parce que Jean-Claude va décaler ton rendez-vous de 1 heure que ta journée elle est foirée. Mais dans ma tête, si les choses qui me tiennent à cœur, si c'est annulé ou que ça change, ou que vraiment je me réjouissais d'un truc et puis finalement on me l'enlève, ça va générer une frustration qui peut vraiment clairement carrément me donner envie de die, alors que bah non, la vie ne s'arrête pas à quelque chose qui a changé subitement, tu vois. La psychorigidité c'est un délire. J'ai besoin que les choses elles soient claires, j'ai besoin que les horaires ils soient précis, j'ai besoin de savoir. Le monde entier est créé pour me faire travailler là-dessus, donc j'y travaille beaucoup, de pas péter une phase parce qu'on annule des trucs au dernier moment, d'être beaucoup plus dans le lâcher prise et l'adaptation. C'est voilà, l'adaptation qui est compliquée. Hein. En fait, tout découle à peu de choses près de l'hypersensibilité. Hein. Et en fait, de la gestion des émotions et des ressentis et de la charge mentale. Enfin, c'est vraiment tout découle du système neuronal qui va pas traiter les informations exactement de la même manière que chez tout le monde. Je vais être frustrée parce que mon bus il a eu 5 minutes de retard et ça y est, c'est la fin du monde. Donc ce truc de frustration, mais même ce truc de ressentir très fort toutes les émotions, quand je suis heureuse par exemple, je vais pouvoir pleurer pour aucune raison. Ça génère une fatigue qui est quand même extrêmement conséquente, donc je vais avoir des tendances quand je suis en surcharge à faire de l'hypersomnie, bien que je commence doucement à faire des insomnies, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, c'était un peu compliqué à concevoir. Je pense que c'est lié au fait que mon organisme est en train de changer parce que je fais beaucoup plus de sport qu'avant, je suis beaucoup plus active, donc mon corps a forcément moins besoin de repos ou de... Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais il y a des choses qui sont en train de changer dans mon corps et ça me plaît pas trop, mais en même temps, j'en ai besoin. Au niveau de la psychorigidité, du coup aussi, il y a tout ce qui est de l'ordre de la délégation. J'ai beaucoup de mal à me reposer sur les autres, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux autres. Quand je fais de la cuisine, je préfère clairement cuisiner toute seule, parce que si l'oignon il est pas coupé comme je veux, ça va me faire péter une durite. Quand même pas à ce point-là, mais ça va m'énerver vraiment. Parce que du coup, en plus, comme je suis hypersensible aux odeurs, l'oignon il me fait pleurer de ouf, donc je préfère pleurer mes grands morts que de déléguer la tâche de couper un oignon à quelqu'un qui va pleurer à ma place, et que l'oignon il sera pas coupé comme je veux. Et je pense qu'il y a plein de gens qui relate en fait. C'est un peu contrôle fric, hein. Bon, après, voilà, j'essaye de lâcher prise et de me dire, ok, si l'oignon il est coupé trop gros, c'est pas très grave. Je pense qu'il y a pire dans la vie, hein. Ça va être hyper important de relativiser. Même si c'est compliqué. Mes crayons de couleur et mes marqueurs doivent toujours être rangés parfaitement dans l'ordre. Attendez, je vais vous montrer, c'est un délire. Je vais vous montrer. Il y a un ordre de couleurs, donc l'ordre de couleurs doit être respecté. Très important. Pareil, par exemple, quand je vais manger, je vais avoir tendance à trier mes aliments, à manger dans un certain ordre. Là, par exemple, à midi, j'ai mangé des patates, des haricots et des œufs. Alors du coup, il fallait d'abord que je mange un maximum de haricots, puis un peu des œufs, puis des patates, puis de nouveau des haricots, l'œuf, et puis finir par les patates. Qui fait ça même? Personne. Je dois absolument me brosser les dents avant d'aller dormir, sinon je ne peux pas dormir. Il faut que j'aille aux toilettes après m'être lavé les dents, parce que sinon, si je vais aux toilettes avant de m'être lavé les dents, et puis que je me lave les dents, je vais retourner aux toilettes et je vais attendre jusqu'à ce que j'ai fait mon besoin. Ça peut durer longtemps. Quand vous venez d'aller aux toilettes, de retourner aux toilettes 5 minutes après, ça peut durer très longtemps. Voilà, c'est comme ça et ça ne changera pas. Les difficultés à cerner mes besoins primaires. Donc bon, on va parler de boire, manger, dormir, hein. On va considérer ça comme les besoins primaires, mais c'est en tout cas là-dessus que j'ai le plus de problèmes. Quand j'étais gamine, je ne buvais pas. Les gens étaient obligés de me rappeler de boire, sinon je ne buvais pas. J'allais boire ça d'eau sur la journée, ce n'est absolument pas suffisant. Encore maintenant, j'ai tendance parfois à pas boire du tout, et puis à 18h, je vais me dire « Oh, c'est marrant, j'ai mal à la tête ». Oui, mais Twig, tu n'as pas bu de la journée, forcément. Ou alors ne pas savoir différencier la fatigue et la faim. Je suis sûre qu'il y en a plein, je vais vous dire ça, vous êtes en mode mais comment c'est possible de ne pas savoir différencier la fatigue et la faim? Eh ben je vous garantis que c'est possible. C'est-à-dire que des fois je vais aller dormir alors qu'en réalité j'ai faim,
Et du coup, je vais faire ma nuit et puis je vais me réveiller parce que je vais être en mode putain, mais j'ai mal au ventre. Ou alors, je vais manger alors que j'ai absolument pas faim. Je vais manger 3 morceaux et je vais être en mode attends, mais je pensais que j'avais faim. Non, je n'avais pas faim, j'étais fatiguée. C'est bon. La difficulté à cerner les émotions. Donc, on est hypersensible, c'est-à-dire qu'on ressent tout très fort. Mais en plus de ça, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est-à-dire que des fois, il y a plein de trucs en même temps. Alors ça, j'ai trouvé une solution qui a quand même ses limites, mais on sait jamais. C'est toujours mieux que rien. C'est l'espèce de roue avec des émotions. Alors il y en a 1 milliard et elles sont pas toutes bonnes et faudrait encore les adapter pour. Enfin bon, bref. J'ai pris une roue comme ça, il y a une liste de mots dessus et j'arrive plus ou moins à cerner qu'est-ce que je ressens pour mettre des mots sur ce que je ressens parce que si je le fais sans cet outil, je n'y arrive pas du tout. Et alors, cerner les émotions des autres, c'est encore pire, donc c'est-à-dire que les gens, quand ils ont leur tête... il suffit que les gens ils aient un peu une poker face, j'ai l'impression qu'ils me détestent. Hein. Du coup, l'anxiété sociale, c'est un délire, parce que chaque fois je suis en mode « Est-ce qu'ils vont bien m'aimer? Est-ce que je suis relou? Est-ce que je cache les couilles ?» Parce que du coup, à part mon spectre à moi, le spectre des autres, j'ai tendance à pas spécifiquement comprendre, j'ai tellement peur de mettre les gens mal à l'aise que des fois je préfère ne rien faire du tout. Mais... ça commence à aller mieux. Doucement mais sûrement. On fait des gros efforts ici et franchement, depuis le diagnostic, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place et qui, franchement, vont de mieux en mieux. Ça, c'est un truc que vous avez peut-être remarqué aussi en termes de vidéo. Adapter mon visage et mon timbre de voix à ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai tendance à m'emballer et à parler très vite. Vous l'avez sûrement remarqué, on me le dit tout le temps, tu vas trop vite. Bah oui, je sais, dites-vous que ce qui sort de ma bouche, c'est un quart de ce qu'il y a dans ma tête à la minute. Et par exemple, il y a pas très longtemps, il y a un gars qui a fait une réaction par rapport à une de mes vidéos et qui disait « Ah, elle a l'air blasée ». C'était pas méchant du tout. Et je me suis dit « Bah oui, c'est vrai, il a raison. Mais en fait, si j'ai l'air blasée, c'est pas parce que je suis blasée, c'est parce que je suis autiste et que je n'arrive pas à adapter mon faciès pour faire genre « Wouh, la vie c'est trop bien ». Non, je vais parler comme ça et je vais dire mon truc et j'ai l'air blasée alors que bah non. Voilà, et pour ça je suis désolée, il y a plein de gens sans doute qui ont l'impression qu'ils me saoulent alors que pas du tout, c'est juste que j'arrive pas à adapter mon faciès. Voilà. Et alors dernière chose dont j'avais envie de parler, c'était les meltdowns et les shutdowns. Putain de merde, cette vidéo va être extrêmement longue. Donc les meltdowns et les shutdowns, donc c'est ce qu'on appelle, en fait c'est une crise autistique. Alors je pense que tous les êtres humains peuvent péter un câble et avoir des meltdowns et des shutdowns. Je crois que c'est pas du tout caractéristique de l'autisme, mais c'est vrai que, étant donné que notre surcharge arrive beaucoup plus vite que la norme, on a tendance à criser plus rapidement. Alors ce qui est important, c'est de comprendre que en fait c'est pas du tout un caprice, et que sincèrement, si on pouvait choisir de ne pas vivre des choses aussi fortes et aussi frustrantes, on le ferait, très clairement. Le meltdown et le shutdown, c'est des choses sur lesquelles j'ai essayé d'éduquer beaucoup de personnes, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre. Quand on parle d'autisme, une image qui vient très souvent, c'est celle du gamin qui fait une espèce de crise, de caprice, où il va taper des pieds et des mains par terre, en hurlant et en pleurant. Et bien voilà, ça c'est ce qu'on appelle un meltdown, et on ne le contrôle pas, et croyez-moi que si on pouvait l'éviter, on le ferait. Donc avant le meltdown, il y a ce qu'on appelle le shutdown. Et pour vous donner une métaphore, le shutdown, en fait, c'est comme si vous aviez plein d'onglets ouverts sur votre page internet, et il y a un son qui vient de là, mais vous savez pas que c'est de quel onglet que ça sort, et qu'il y a tout qui commence à friser, et qu'il n'y a plus rien qui répond. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous fermez tout, vous éteignez tout, hop, terminé, bonsoir. Et bien ça, c'est l'équivalent d'un shutdown. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations en même temps, tellement de stimuli, que ce soit émotionnel ou sensoriel, que on va friser et on va tout couper. Je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, moi c'est mon cas. En shutdown, je suis non-verbale. Et en fait, ça m'a fait... J'ai discuté avec plusieurs personnes et je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Il y a beaucoup de gens qui deviennent non-verbales quand ça va pas. Alors j'ai quand même réussi à trouver des solutions, donc j'ai des petites cartes où juste je peux répondre par oui ou par non, pour essayer voilà, de communiquer quand même un minimum sur ce qui se passe et comment est-ce que je me sens. Alors le mieux en général c'est juste de voilà, d'isoler la personne, casque anti-bruit, machin, tout ce qu'il faut, et on attend que ça passe, voilà. Et puis le meltdown en fait c'est souvent suite au shutdown. Le meltdown c'est vraiment l'explosion quand ça va plus, et alors soit ça explose, soit ça implose. Et c'est dans des moments comme ça où on arrive à voilà, se faire du mal, ou faire du mal aux gens qui nous entourent.
parce que tout simplement c'est trop et que la marmite à pression elle va exploser, enfin elle explose en fait, c'est clairement ça qui se passe. Parce qu'on n'a pas réussi à relâcher la pression et en fait ce qui est très important de comprendre c'est que on fait pas ça par plaisir, on est complètement hors de nous en fait et c'est hyper compliqué et honnêtement je veux pas vous mentir, moi c'est quelque chose qui m'a fait souffrir pendant des années ce truc de shutdown et de meltdown et j'ai... Aujourd'hui ça va et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait depuis juin. Ce qui est assez long honnêtement, c'est hyper dur en fait. Et honnêtement je vous en parle vraiment avec émotion parce que ça m'a pourri la vie. Et ce qui m'a encore plus pourri la vie, c'est le fait que les gens autour de moi ne comprennent pas que je fais pas exprès et que je fais pas ça par plaisir. Voilà, c'était le moment émotion. On va passer à un truc un peu plus joyeux parce que sinon on va tous chialer à la fin de la vidéo. Donc ce qui m'a aidé, déjà psy et thérapeute, kinésithérapeute, qui m'aide beaucoup à relâcher la pression, relativiser. Alors c'est compliqué, c'est un travail au quotidien, mais relativiser, se dire ok c'est pas si grave. Il y a mon ressenti et il y a le ressenti réel de la chose. Donc c'est-à-dire que en termes de gravité, moi je vais peut-être voir ça là, alors qu'en réalité la gravité elle est là. Donc c'est réussir à faire redescendre un petit peu ce truc-là. Le sport m'a beaucoup aidé à gérer non seulement l'anxiété sociale, mais aussi l'anxiété généralisée, les changements, à gérer juste mes émotions et à faire un truc qui me... Voilà, relâcher la pression. Ça, je pense que j'en parlerai très sans doute aussi, le sport, parce que j'ai commencé du coup une discipline qui s'appelle le powerlifting et que c'est absolument génial et que j'ai très envie de vous en parler et de vous partager ça aussi, même si je pense que ce sera plus à côté. Évidemment, on reste... focus sur l'ésotérisme, etc. Je pense que la semaine prochaine, on va parler de la chaîne YouTube et du tournant que ça va prendre, parce que je pense qu'il y a des changements à venir, mais c'est pas maintenant que je vais en parler. La méditation m'a beaucoup aidé. La méditation, c'est un temps où je vais me permettre de pouvoir relativiser les choses et revenir dans un endroit calme pour avoir des pensées un peu plus saines, un peu plus fluides, tartiner la cacahuète du regard des autres et me dire si je suis légitime et si ça les dérange, c'est leur problème, pas le mien. Le steaming, du coup, donc en fait, ça va être, il y a des personnes qui vont se balancer, il y a des personnes qui vont jouer, moi je vais faire des bruits parfois un peu bizarres, des trucs comme ça. Mais en fait, de réguler tout simplement le système nerveux, si j'ai bien compris. En fait, je m'en tartine la cacahuète de si les gens me trouvent bizarre, de nouveau, c'est pas mon problème, c'est le leur. Lire beaucoup de choses et échanger, et un livre qui m'a pas mal aidé, surtout au début, c'est celui-là. Un léger soupçon d'autisme qui franchement il est pas mal. Donc ça met en scène des thérapies de couple avec des personnes qui sont neuroatypiques et franchement il est très intéressant. Les bouchons et le casque anti-bruit c'est une révélation mais incroyable vraiment. Moi du coup j'ai celui qu'on ne peut pas acheter et j'économise pour m'en acheter un, c'est le Sony WH-1000XM4. Il a une réduction de bruit qui est incroyable, il a 245€, franchement il est vraiment bien. Oser poser mes limites, oser dire non, là je suis fatiguée, j'ai pas envie. Oser me mettre dans un coin quand il y a plein de monde, genre là, nouvel an, j'ai passé 3 heures dans ma chambre parce que j'avais juste pas envie d'être avec les gens, parce que j'étais fatiguée, parce qu'il y avait trop de bruit, parce que ça me saoulait, ben voilà c'est pas grave en fait, et tout le monde s'en foutait, donc c'était très bien. Tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions à mettre en place. Alors l'autisme, oui, ça ne se soigne pas, on apprend à vivre avec. Par contre, ce qui peut se réguler, c'est tout ce qui va être lié à l'anxiété et à la gestion des émotions. Alors oui, les émotions restent quand même fortes. L'hypersensibilité au niveau des 5 sens, c'est compliqué de la réguler, mais je veux dire qu'il y a des solutions. Le casque anti-bruit en fait partie, porter des vêtements qui vous font du bien en fait partie, vous sentir à l'aise en fait. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre corps et vous vous en foutez de ce que pensent les autres. Je pense que c'est la chose la plus importante avec le fait de vous dire que vous êtes légitime à être vous-même et à faire ce qui vous fait du bien. C'est ça qui va être important. Voilà, j'ai beaucoup déblatéré, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Ça me tenait beaucoup à cœur d'en parler. J'espère que c'est pas trop long. Gwen, j'espère que ça t'a intéressé. On fait un gros bisou à Gwen qui, encore une fois, s'arrache les cheveux sur le montage, mais qui m'aide énormément pour mon travail. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Normalement, on se voit la semaine prochaine parce que c'est les 5 ans de la chaîne et que j'ai des choses à dire de nouveau. Si tout va bien et si j'ai pas la flemme, parce que ça c'est tout à fait possible. Et sinon, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous faites attention et que vous prenez soin de votre santé mentale. Voilà.
Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt.